Bon, effectivement, on a tous hâte de voir la suite de cette saison 2 des Gouttes de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Mathieu Doumange, rédacteur en chef du magazine Terre de Vin. J'ai le plaisir d'animer une nouvelle fois une table ronde dans ce bel auditorium. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Et suite à ce premier épisode de la saison 2 qu'on a vu en avant-première quasi mondiale, on va revenir sur ce phénomène international que représentent les Gouttes de Dieu. D'abord un manga paru au Japon il y a un peu plus de 20 ans et dont les différentes saisons et différents tomes ont été traduits dans une dizaine de pays dans le monde pour plus de 15 millions d'exemplaires vendus. On va revenir un peu plus en détail sur cet extraordinaire succès. C'est vraiment une œuvre qui a largement dépassé le cercle des amateurs de manga et celui des amateurs de vin, qui les a réunis parfois, et qui a amené les uns à découvrir l'univers des autres, et qui a participé aussi à toucher de nouveaux lecteurs et de nouveaux amateurs dans le monde entier, on l'a déjà dit. Donc aujourd'hui, c'est la série qui contribue à élargir encore le champ, popularisant l'univers du vin et de la dégustation par le biais de la fiction. Alors, quels sont les points communs et les différences entre le manga et la série? Comment cette dernière a vu le jour et comment elle s'est développée? Sur quelles expertises elle s'est appuyée? Où s'est-elle tournée et dans quelles conditions? C'est ce dont nous allons parler pendant l'heure qui vient avec nos trois invités que je vous demande d'accueillir. Donc Satoko Inaba, directrice éditoriale manga aux éditions Glénat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Sébastien Pradal, sommelier et consultant artistique sur la série des Gouttes de Dieu. Bonsoir. Et enfin Charles Perrin, membre de la famille Perrin et copropriétaire du château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape, et donc qui est un décor clé de la saison 2 et presque quasiment un personnage à part entière de la série dont on a pu avoir un aperçu dans l'épisode que l'on vient de voir. Bonsoir. Alors je vais commencer avec vous, Satoko, pour revenir finalement à l'origine de tout, au manga, Les Gouttes de Dieu, dont on peut voir deux couvertures derrière nous. Donc c'est un phénomène, on l'a dit, qui a démarré il y a un peu plus de 20 ans, en 2004, au Japon, qui est arrivé quelques années plus tard en France. Vous allez tout nous dire. Alors, c'est vraiment un phénomène très particulier qui est né de deux auteurs qui en sont en fait trois. Oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu ça. Effectivement, sous les deux pseudonymes, donc Tadashi Agi et Shuo Kimoto, se cachent en réalité trois personnes, puisque Tadashi Agi est le pseudonyme commun d'un frère et sœur passionnés par le vin et qui ont voulu... Alors, le frère était déjà scénariste à succès de grands mangas plutôt d'aventure. Et ils ont voulu à un moment raconter leur passion commune. Et c'est là qu'ils ont trouvé une dessinatrice de talent, Shuo Kimoto, et à 6 mains, donc, ils ont commencé Les Gouttes de Dieu. Et avant 2004, il n'y avait pas eu d'exemple de manga comme ça au Japon qui s'intéressait à cet univers du vin. Je pense qu'il existait d'autres mangas qui pouvaient parler de vin et autre chose, parce que le manga, c'est un peu comme le cinéma, on peut raconter vraiment toutes sortes d'histoires pour tout public. Mais Les Gouttes de Dieu, je pense que c'est vraiment le premier succès qui a permis à la fois aux personnes qui aiment les mangas d'aventure, avec une enquête, de connaître l'univers du vin et de s'y intéresser, tout comme aux personnes amateurs de vin, d'avoir vraiment des vraies clés de compréhension. Donc c'est l'association à la fois de la connaissance sur le vin et d'une histoire très divertissante. Et on suit vraiment les personnages, on se passionne pour Shizuku, qui est un garçon, qui est le héros du manga, et sa confrontation avec Issei, son frère caché, et tout ce qui va s'en suivre pendant les 44 tomes de la première série. Alors 44 tomes, ça a été un succès d'emblée au Japon, Les Gouttes de Dieu? Au Japon, je pense que ça a été un grand succès déjà. Évidemment, puisqu'au Japon aussi, il y a énormément de personnes qui sont amateurs de vin mais qui ne s'y connaissaient pas. Donc c'était pour eux l'occasion aussi à la fois d'avoir une histoire et de s'y connaître, de s'y intéresser. Et très vite, je pense que le phénomène s'est exporté dans d'autres pays d'Asie comme la Corée ou la Chine, où d'autres personnes ont voulu, où le manga était déjà bien installé, et d'autres personnes ont voulu s'intéresser au vin.
Et c'est, je pense, l'arrivée en France qui a signé, on va dire, une étape supplémentaire pour le manga. Donc la France, c'est en 2008, c'est ça, l'arrivée de la traduction? Oui, c'était en 2008. Aux éditions Glénat. C'était mon année d'arrivée chez Glénat aussi. D'accord, c'est pas tout à fait un hasard si les éditions Glénat se sont emparées de ce phénomène, parce que déjà Jacques Glénat est un grand amateur de vin. C'était un grand amateur de vin et effectivement les éditions Glénat publiaient également des livres sur la gastronomie ou le vin. Donc c'est un peu la rencontre entre les deux passions de Jacques Glénat et qui ont fusionné, qui étaient les Gouttes de Dieu. Donc c'était un peu évident que ce soit les éditions Glénat qui publient ce titre. Et je pense que grâce à cette passion de Jacques Glénat, on a pu bénéficier du soutien du monde du vin à la sortie du volume, parce que ce n'était pas facile de convaincre, on va dire, des Français amateurs de vin qu'un manga, qui était à l'époque connu pour être plutôt un divertissement pour les adolescents, pouvait s'intéresser et parler avec justesse du monde du vin. Alors il y a eu tout de suite un accueil quand même assez positif de la part des milieux un peu initiés au vin par rapport à ce manga. Je pense que oui, j'ai l'impression que dès les premiers volumes, on a eu plutôt un intérêt à la fois curieux et à la fois très positif des spécialistes du vin. Peut-être aussi parce que dès le premier volume, on a eu l'appui de spécialistes de vin comme un monsieur qui s'appelait Michel Devaz, qui a préfacé le premier volume. Et à chaque volume, on avait effectivement des personnalités du vin qui avaient bien voulu s'intéresser au titre, le lire et donner leur aval en disant effectivement c'est un manga, mais c'est un manga intéressant et qui parle bien du vin. Alors la France, c'est un pays qui est de manière générale très ouvert à tout ce qui est culture japonaise et qui est un pays très consommateur de manga. Le succès a été aussi immédiat en France qu'il l'a été au Japon? Pour nous, oui. C'est ce qu'on a. On a été vraiment très agréablement surpris du très bon accueil, parce qu'on savait que c'était un titre qui était intéressant et qui avait un ADN qui pourrait fonctionner en France. Mais à l'époque, justement, comme on sortait d'une période où on était beaucoup plus sur des titres manga, on va dire plus d'aventure, plus pour un jeune public, c'est vraiment Les Gouttes de Dieu, c'est un titre manga qui a ouvert la voie à d'autres mangas qui ont pu être publiés par la suite et qui sont intéressés à énormément de sujets, qui ont vraiment ouvert le monde du manga à plein de sujets, parfois justement hors de ce qu'on avait l'habitude de découvrir jusque-là. Oui, qui a touché un autre lectorat, voilà, et qui dépassait même celui des amateurs de vin. C'est ça. Si vous deviez aujourd'hui nous présenter très rapidement la diversité de la collection des mangas dont vous vous occupez chez Glénat, ça représente combien de titres différents? Oh là là, je ne les ai jamais comptés. Alors ça fait quand même plus de 30 ans de publication de mangas, donc on a un fonds qui est énorme. Ne serait-ce qu'à l'année, on publie, je pense, 150 nouveautés à l'année. Donc 150 nouveautés. Évidemment, c'est très souvent des séries, donc des suites de séries, mais effectivement, il y a de quoi découvrir. Donc, on peut avoir des titres sur justement des Dragon Ball, One Piece, des aventures plutôt épiques, comme évidemment Les Gouttes de Dieu. On peut avoir des mangas sur les chats, on peut avoir un manga sur le jazz. Voilà, je pense que quand je disais que c'était comme pour le cinéma, s'il y a des personnes dans le public qui n'ont jamais lu aucun manga, c'est le moment, parce que je suis sûre que n'importe quelle personne peut trouver un manga sur un thème, un sujet qui l'intéresse. Et les Gouttes de Dieu, ça occupe une place particulière en termes de vente dans la collection des mangas Glénat? Ah oui, c'est quand même l'une de nos best-sellers. On parlait de plus de 15 millions dans le monde vendus, mais ne serait-ce qu'en France, on est à plus d'1,4 million volumes des Gouttes de Dieu vendus. Donc ça prouve l'intérêt, je pense, du public pour les Gouttes de Dieu. Alors on a des couvertures qui ont défilé. On voit par exemple là une autre déclinaison qui s'appelle Les Gouttes de Dieu mariage. Alors expliquez-nous un petit peu les différences entre... Il y a 3 en fait déclinaisons des Gouttes de Dieu. C'est un grand saga, Les Gouttes de Dieu. Et évidemment, on a la première série, Les Gouttes de Dieu, où on a l'affrontement des 2 frères pour découvrir les 12 apôtres
et les Gouttes de Dieu qui sont derrière. Et à la fin de justement cette chasse à la bouteille de vin divine, on arrive sur les Gouttes de Dieu mariage qui met plus l'accent sur l'accord mets et vin. Donc effectivement, c'est bien de boire du vin, mais c'est encore mieux si c'est accompagné de très bons plats qui font un bon mariage avec lui. Et ensuite, on a les Gouttes de Dieu héritage, qui est la dernière nouveauté. On a un tome 1 qui était sorti en septembre, et demain, en même temps que la série, va sortir le tome 2. Double actualité. Et c'est un diptyque, c'est en 2 tomes. Donc pour les gens qui n'ont pas encore découvert les Gouttes de Dieu, c'est peut-être l'occasion de s'y essayer. Et c'est intéressant parce que c'est grâce à la série que les Gouttes de Dieu héritage a vu le jour. C'est que c'est effectivement la suite de la saga. Mais c'est en voyant la série et surtout l'intervention d'une héroïne, d'une jeune fille qui découvrait le vin à la manière de Shizuku, mais d'une autre manière, que les auteurs ont eu l'idée de moderniser un peu le scénario et de reprendre, on va dire, le scénario à partir de zéro, avec une jeune personne qui découvre pour la première fois le vin. Et voilà, donc on va suivre l'histoire de notre héroïne, Seiya, qui... Alors, non, je ne vais pas tout spoiler sur les relations qu'elle a avec les personnages des premières saisons. Mais voilà, elle va découvrir pour la première fois l'univers du vin et être accueillie dans ce bel univers. Enfin, c'est un peu le retour à l'envoyeur, en quelque sorte. C'est ça. Sébastien, Charles, vous aviez, vous, de votre côté, déjà des familiarités avec le manga et avec ce manga en particulier avant la série? Moi, je pense qu'on me l'a offert 5 ou 6 fois. Enfin, je pense que quand on est dans le vin, je pense que c'était le cadeau quand c'est sorti en France. Donc je l'ai réouvert après à mes neveux. Enfin, c'était voilà. Mais oui, bien sûr. Il y avait un coffret des 8 premiers, je crois. Voilà, un coffret assez joli. Là. Et, oui, honnêtement, je pense qu'on me l'a offert 5 fois pour les anniversaires, pour les Noëls, des copains, tout ça. Donc oui, je l'ai lu évidemment. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cadeau de Tadashi Agi et Shu Akimoto qui m'ont offert, dédicacé le coffret. C'était génial. C'est la classe. Et pour le gars qui a participé à l'écriture, en fait, j'avais jamais lu les mangas avant. Et quelque part, c'était peut-être pas plus mal. Parce qu'en fait, justement, j'ai été libre de faire ce que j'avais envie un petit peu, voilà, pour accompagner les scénaristes. Ah oui, justement, on va y venir à ces passerelles, à ces différences, à ces points communs entre la série, le manga. De votre côté, Satoko, qu'est-ce que vous avez perçu comme évolution, comme point commun, comme différence, comme liberté qui ont été prises par la série vis-à-vis du matériau original? Alors, effectivement, déjà, ne serait-ce que dans les personnages, dans le manga, on a un personnage principal qui est un jeune japonais, sexe masculin, et dans la série, on retrouve une héroïne, Camille, qui est française. Donc, il y a déjà, dès le départ, un point de départ qui n'est pas le même. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas suivi à la lettre la trame du manga original, mais par contre, les éléments les plus importants et les messages, ce que les auteurs souhaitaient transmettre à propos du vin, à propos de l'amitié que ça peut apporter dans les personnes qui apprécient le vin, qui travaillent dans le vin, tout ce qui est vraiment la terre, le ciel et les hommes qui font le vin. Je pense que tous ces messages que les auteurs, la passion que les auteurs ont voulu transmettre dans le manga se retrouvent entièrement dans la série. Donc c'est ça qui est intéressant. On a l'impression de découvrir totalement une nouvelle histoire, mais avec les mêmes passions, les mêmes qualités qu'on retrouvait dans le manga. Des fondamentaux qui ont été respectés. Alors justement, Sébastien, je me tourne vers vous et sur la façon dont vous avez rejoint cette belle aventure qu'est la série des Gouttes de Dieu. Mais d'abord, présentez-vous un petit peu, racontez-nous raconte-nous ta trajectoire professionnelle et personnelle. Trajectoire en oblique. Donc je suis Seb Pradal, je suis dans le métier du vin depuis une 30aine d'années à peu près, je suis sommelier. J'ai été sommelier peu de temps, parce que c'est un métier qui est très difficile, et pour ses horaires, pour sa disponibilité. Donc dès que j'ai pu, je me suis tourné vers le commerce du vin, et je suis depuis presque 30 ans maintenant agent commercial. Donc c'est-à-dire je représente des domaines viticoles que j'admire et que j'adore. Je les vends auprès de restaurateurs ou de cavistes à Paris. J'ai un restaurant à Paris qui s'appelle La Petite Régalade, qui est un restaurant bistronomie simple où on boit des vins accessibles, à des prix accessibles. Ça fera partie de notre débat peut-être une autre fois. Voilà. Et
Et après, voilà, j'ai aussi une société à l'export. En fait, si je parle de tout ça, c'est certainement pas par prétention, mais c'est pour expliquer que j'ai beaucoup de casquettes dans le milieu du vin. Et je pense que c'est ça notamment qui a plu en fait à Klaus Zimmermann, le producteur de la série, puisque lorsqu'il a acquis les droits en fait et qu'il a voulu travailler sur la série, il aimait boire du vin. C'est un bon point, Klaus. Mais en revanche, il n'avait pas beaucoup de notions et puis de qualifications pour le vin. Donc, il cherchait une personne un petit peu différente, un petit peu à part. Voilà, il y a des... Alors, comment s'est fait la rencontre? Autour d'une table, avec beaucoup de bouteilles. C'est un bon début. C'est un bon début, voilà. Et non, justement, en fait, je dis souvent qu'il y a plein de masters sommeliers, des sommeliers qui ont une théorie beaucoup plus approfondie que moi, parce que voilà, j'ai un restaurant, je suis agent commercial, j'ai d'autres choses à faire. Malheureusement, qu'à Maître Monde, on est toujours dans des livres. Mais en revanche, j'aime bien manger et puis boire du vin comme vous, j'espère. C'est pour ça que vous êtes là. Et en fait, ça facilite pas mal les relations avec les gens. Voilà. Donc Klaus te propose comment finalement de devenir consultant sur la série? Comment ça se goupille tout ça? En fait, donc, on a passé ce fameux repas, mais c'est la réalité, où à la fin du repas, Klaus me dit, en fait, quand tu parles du vin, toi, je comprends, en fait, c'est pas compliqué, de suite, c'est audible, il y a de la chaleur, il y a de l'humanité qui passe, on parle des gens, de l'histoire, etc. Il me dit, en revanche, je sais pas trop comment fonctionne la vigne. Est-ce que tu peux m'expliquer? Genre, la vigne, c'est pas trop ma spécialité, mais en revanche, je connais des personnes formidables, la famille Perrin à Châteauneuf, qui ont un spectre de travail dans la vigne incroyable, voilà, depuis des années, depuis 115 ans bientôt, 115 ans, c'est ça. Et donc on est parti là-bas avec, au tout début on était juste le producteur et Klaus, et ensuite avec le scénariste qui s'appelle Koek van Tran. On est parti faire des repérages au domaine, on a été accueillis par Charles et la famille et on a eu beaucoup d'explications sur la vigne, etc. Mais à la fin à l'issue de ça, il a dit, Seb, tu bosseras avec nous pour la partie vin et l'autre partie sera racontée par Charles tout à l'heure, j'espère. Alors, ce qui est amusant, c'est quand on a préparé cette table ronde, tu m'as raconté que quand tu étais petit, tu rêvais d'être scénariste. Mais oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai eu un super beau finalement, cadeau de la vie et de Klaus. Et voilà, je voulais être scénariste, mais j'étais pas très bon à l'école. Et puis, pour ceux qui ont à peu près mon âge, dans les années 70, on appelait ça les voies de garage. Quand t'étais pas bon, soit t'étais garagiste, soit t'allais faire cuisinier. Voilà. Donc j'ai fini sommelier, c'est pas mal. Voilà. Mais donc, le hasard de la vie m'a remis, hop, comme ça, voilà, à travailler avec un scénariste, une équipe de scénaristes, et dans les scénarios et l'écriture. Voilà. Et alors, tu arrives consultant sur la saison 1. Donc là, on est en quelle année quand vraiment le projet commence à sortir de terre? Avant Covid. Voilà, donc 2000. Alors, j'ai peu de mémoire pour les dates, j'en ai beaucoup pour les millésimes. Voilà, mais, donc 2019, par là, ça doit être vraiment avant Covid. Et on commence à travailler sur les scripts à peu près à cette période. Voilà. Et alors, avec les scénaristes, vous vous dites tout de suite comment vous avez défini ce que vous alliez conserver du manga, ce que vous alliez trahir pour la bonne cause. Et toi, ton intervention est dans l'histoire, dans le choix des domaines, dans le choix des vins. Comment ça s'est structuré tout ça? Alors pour le coup, tous les choix, les arcs de narration, c'est vraiment les scénaristes. Alors après, il y a des choses où j'interviens dont je vais parler, mais l'idée géniale, notamment dont tu parlais tout à l'heure, de remplacer un des frères par une femme et une femme occidentale, pour de suite avoir en fait un antagonisme fort entre deux personnages, l'Est, l'Asiatique, voilà, et un garçon, et l'Occident avec une femme. Alors déjà, ça c'était une idée géniale en fait qu'a eu Koek van Tran à partir du moment où il a commencé à vraiment travailler sur le projet. Et ma partie, au début, c'était sur la saison 1 notamment, en fait, où il y avait vraiment plus en fait un rôle de consultant. Pour la seconde saison, j'ai été plus partie prenante dans l'écriture et puis dans les choix des destinations où ont été tournées, etc. Et en fait, dans la partie 1, on a beaucoup parlé. Koek, on faisait des tables rondes comme aujourd'hui, on était moins nombreux, et toujours autour d'une table avec un verre de vin en général. Et puis les questions, c'était voilà, c'est quoi la vigne, c'est quoi un sommelier, comment quand tu dégustes un vin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce que c'est qu'un concours de sommelier, c'est quoi les accords mets-vins, comment ça fonctionne, voilà. On a passé des heures à discuter, et avec tout ça, avec quelques éléments des différents mangas, il a pioché à droite à gauche et il a réussi à écrire une trame. Et moi, pour ma partie, ce en quoi j'insistais vraiment pour la
première saison en tout cas, c'était que les néophytes puissent comprendre vraiment notre métier, notre monde, pas que le métier de sommelier, vigneron, sommelier, vente aux enchères, enfin voilà, on aborde plein de sujets dans la première saison. Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu en coulisses avant la projection d'épisodes, c'est que l'univers du vin, le monde du vin est parfois un monde d'initiés ou d'experts. Le but d'une fiction comme ça, en tout cas son intérêt, c'est aussi de vulgariser dans le bon sens du terme et de s'adresser, c'est pas un documentaire, c'est de s'adresser aux non spécialistes et de donner le goût du vin. C'est pas un documentaire. Voilà. Donc en fait, j'ai plein de confrères et de collègues sommeliers au vigneron que je croise parfois, ils me disent oui, mais le vin, voilà, en fait, le vin, c'est un des personnages de la série. Il y a 3 personnages importants. Il y a ICI, Camille et le vin. Voilà. Donc on ne décrit pas le monde du vin, on en parle. On grossit le trait sur certaines choses. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont des fois folles qu'on arrive à voir à l'écran. Alors c'est pas comme le manga, on a vu tout à l'heure une image où on voit un sommelier qui carafe une bouteille à 1 mètre de haut. Mais l'idée c'était en fait que d'abord d'éveiller l'envie et la curiosité de gens qui ne comprennent pas le vin, déjà, voilà, de pouvoir se dire, oh dis donc, il faut un concours, c'est génial comment ça marche dans la saison 1, quand on voit à Châteauneuf-du-Pape, donc au domaine, au château de Beaucastel, là où cette scène a été tournée, où en fait il faut faire un assemblage avec les 13 cépages, refaire un vin. J'espère que vous avez vu la série parce qu'on va spoiler un peu ce soir. La première saison, la deuxième, on ne vous la spoilera pas, c'est promis. Et donc en fait on a grossi le trait de plein de choses comme ça. J'ai perdu le fil, c'était quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Non, mais t'es bien sur le fil. L'idée c'était aussi de voir comment parfois on prend des libertés avec la véracité, avec la crédibilité des choses et ça, pour s'adresser aux non-experts. Voilà, c'était ça, oui. Alors, je reprends le fil. Et donc non, l'idée c'était ça, c'était les néophytes, voilà, que des personnes qui ne comprennent pas le vin, qui ne sont pas intéressées par le vin, par ce milieu, comprennent que l'histoire, les vignerons, la dégustation, tout ce qui moi me touche et nous touche fonctionne. Et à la fin de la série, les meilleurs compliments qu'on a pu avoir, voilà, quelqu'un qui a vu un épisode ou la série et puis qui dit ben moi à la fin j'avais trop envie de boire un verre de vin, ben voilà, c'est qu'on a réussi la mission en fait. Voilà. Dans cette période de Dry January, c'est une bonne nouvelle. J'espère que vous appréciez. Mais là, qui a eu l'idée justement de représenter aussi les moments de dégustation sur comme une image, une sensation, comme on a pu la voir aussi dans cet épisode? Ça, c'est l'idée des scénaristes, vraiment, pour le coup. C'est la super idée de la bibliothèque, en fait, ou de la fumée avec coloré qui explose lorsque Camille déguste le vin dans la première saison. Justement, en leur expliquant comment ça fonctionne, on déguste un vionnier, on a une clochette qui s'allume avec la pêche ou l'abricot qu'on arrive à voir dans la tête. On a parlé de ça, on a essayé aussi de s'instruire et de se documenter un peu sur la synesthésie, qui est en fait une forme qu'on utilise inconsciemment quand on fait de la dégustation. Donc rapprocher un goût, une odeur, un arôme par rapport à une couleur, à une musique, à une personne, etc. Donc faire des liens dans notre tête par rapport à... Parce que déguster un vin, on est tous d'accord, un vin à la base, ça sent le raisin. C'est difficile de sentir de la pomme dans un vin, mais bon, il faut s'imaginer avec un souvenir d'une pomme qu'on a croquée avec un grand-père ou une grand-mère qu'on adorait dans un verger quand on était gamin. Et c'est ça qui nous fait penser à une pomme dans un vin. Donc on a essayé de retranscrire un peu tout ça, voilà. Alors la saison 1, c'était surtout une enquête, une quête qui était quand même assez calée sur la trame du manga, entre la compétition avec les 2 personnages. La deuxième saison, sans spoiler ce qui nous attend dans les épisodes suivants, vous l'avez pensé comment, en termes d'évolution aussi dramaturgique? Et déjà, est-ce que c'était une évidence qu'il y aurait une saison 2? Comment ça s'est décidé finalement? C'est le succès qui a... Ben oui, merci à vous. Parce que c'est certainement le succès, en effet. Si vous vous rappelez de la fin de la saison 1, en fait, la saison 1 s'arrête sur un happy end. Voilà. D'ailleurs, au passage, ça fait du bien d'avoir des séries comme ça. Pour le coup, j'y ai participé, c'est vrai, mais vraiment, je rends hommage aux auteurs. Parce que ça fait du bien de voir une série où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armes, il n'y a que des câlins, un peu de vin, et puis voilà. C'est pas mal en ce moment, ça fait du bien, au passage. Et donc ouais, non, la saison 1 se termine sur un happy end.
moyenne, voilà, et elle pouvait s'arrêter là. Et en fait, le succès a été au rendez-vous. Donc Apple TV a relancé Klaus Zimmermann pour retravailler sur une suite. Et on s'est remis aux platines. Voilà. Et l'idée de la saison 2, d'abord, bon, donc vous avez compris, c'est le premier épisode, vous l'avez vu. Donc Alexandre Léger laisse un héritage maudit, encore une fois, à la gagnante, puisque c'est elle qui a gagné. Et en fait, avec cet héritage maudit, les personnages, les deux, vont aller très profondément dans leur âme à travers ce vin qu'ils dégustent et pour lequel ils partent en quête. Et puis, voilà, ils vont travailler ensemble et beaucoup de choses vont se passer terribles. Voilà, on espère qu'ils vont rester frères et sœurs et heureux. Voilà. On l'espère aussi, quel suspense. Voilà. Mais il y a aussi, au-delà de l'intrigue, on voit, et on en parlera avec Charles dans quelques instants, à travers la présence de Beaucastel, il y a quelques sujets qui infusent aussi sur la viticulture. Et on l'a vu dans cet épisode, des sujets sur l'agroforesterie, le changement climatique. C'est juste évoqué au détour d'une scène, mais c'est quand même là. L'irrigation, avec cette question qui gratte un peu de la part de la journaliste. Quelle image des journalistes ça donne d'ailleurs. C'est pas moi. Mais voilà, c'était une volonté aussi de pouvoir, comme ça, ouvrir des petites fenêtres sur la réalité de la viticulture aujourd'hui au XXIe siècle. Absolument. Première saison, le vin est un des personnages, on présente, on ouvre une bouteille, comment on déguste, voilà, les néophytes comprennent. Deuxième saison, on a la chance de pouvoir en faire une, donc on va plus profondément dans la description des caractères. C'est généralement comme ça que ça se passe dans les films, et dans le vin aussi. Donc en effet, là, vous avez pu voir l'enjeu climatique, on essaie d'évoquer, d'en parler. Alors les geeks que nous sommes du vin, j'espère qu'en regardant les 8 épisodes jusqu'à la mi-mars, puisqu'il y en a un qui est diffusé par semaine, vous allez avoir des clins d'œil qui vont vous parler, et voilà, vous allez comprendre à chaque fois, vous allez avoir des petits déclics pour plein de choses que vous connaissez. Pour les néophytes qui, eux, regardent parce qu'ils aiment bien juste l'univers de la série, ils vont peut-être se gratter la tête et puis essayer d'aller voir un peu plus loin, voilà, la climatologie. Pour le coup, je ne peux pas trop vous raconter de choses, mais en tout cas, il y a une des choses qu'on voulait faire absolument pour cette seconde saison, c'était redémarrer à Beaucastel. Ça, c'était une décision et une envie qu'on avait les 3 scénaristes dès le départ et le producteur, parce que justement, d'abord, on avait vécu un super moment là-bas pendant le tournage de la première saison, et en plus, c'était une évidence pour nous, en fait, la façon dont la famille Perrin envisage le futur, la climatologie, la façon dont ils ont transformé le domaine. C'était évident de repartir de là-bas une nouvelle fois pour démarrer la série et réexpliquer un peu tout. Beaucastel, qui s'appelle pas Beaucastel dans la série, mais qui est vraiment un personnage à part entière. Et comment vous avez décidé aussi, et j'imagine que ta participation est extrêmement importante, de la répartition entre des domaines français, des domaines internationaux, parce que c'est vrai, par définition, c'est une quête et une enquête internationale. Là, on était en Andalousie. Comment ça se décide, ça, ce côté globe-trotter ? Alors, d'abord, c'est une série multilingue, donc déjà, c'est une vraie richesse. Et Apple TV, pour le coup, c'est génial de voir en VO, nous les Français, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, parce que donc, on parle anglais, espagnol, japonais et d'autres langues que je ne vous dirai pas ce soir. Voilà. Et en fait, on a ouais, non, enfin, quelle était la question ? J'ai encore oublié, dis donc. Ce soir, je suis à fond. Oui. Comment en fait tu as avec les scénaristes décidé de ce côté un peu voyageur, globe-trotteur du vin et la proportion entre vin français, vin internationaux? Et oui, absolument. Donc en fait, dans les mangas, il y a à peu près 70 à 80% de vin européen. Dans les 70-80%, il y a 80% de vin français. Donc en fait, les auteurs sont fous de vin français, on l'a vu. Nous, on a essayé de réduire un petit peu la proportion en essayant de mettre un peu plus de vin étranger dans la série. Déjà, premièrement. Et voilà. Et voilà, après on a essayé, non voilà. Et donc moi Charles, c'est ça. C'est très bien. Voilà. On est à Bordeaux. En fait, je on est à vous Bordeaux, explique là. que c'est super dur parce que je vous explique le truc, c'est super dur parce que de pas spoiler, moi c'est pas mon métier. Ah oui, d'accord. Vous compreniez ça, les amis. Voilà. Donc, tu te mets des garde-fous. Je me mets des garde-fous. Donc voilà. Donc, après non, mais j'ai eu le plaisir de participer et de choisir tous les vins qui sont dans la série. Donc en fait, on a choisi des vins étrangers, des vins français. On a choisi des. Il va finir par nous
mâcher des trucs. Non, des grands vins. Non, mais c'est un exercice super difficile pour moi. Moi, je suis serveur, comme vous comprenez, voilà, à la base. Donc, on a choisi des très grands vins très connus de Bordeaux, évidemment, de Bourgogne, etc., et de vins étrangers. On a aussi essayé de mettre en avant, dans cette seconde saison, plus que dans la première, des domaines moins connus de toutes les régions, des gens que moi j'admire profondément pour leur travail, pour leur engagement dans une région, parce qu'ils sont peu représentés en termes de vignobles, par exemple. Enfin, voilà. C'est bon, pas trop spoiler. Bon, alors je vais te sauver là de la partie spoiler, mais ce qu'on aimerait bien, c'est quand même avoir des anecdotes de tournage, au moins sur la première saison, et comment les deux comédiens principaux, déjà, d'où partaient-ils en tant que dans leur relation au vin? Est-ce qu'ils savaient déguster? Est-ce qu'il a fallu les coacher de zéro? Scotché de zéro. Alors Fleur Geffrier, Camille, donc dans le rôle, son papa était restaurateur. Elle habitait, elle a grandi à Gaillac, donc elle avait un petit nez, un petit goût pour le vin et la table en général. ICI plus compliqué, il était plus amateur de bière que de vin. Donc tous les deux se sont prêtés au jeu, donc voilà, apprendre à déguster par rapport à leur rôle, etc. Ce qui est assez drôle aujourd'hui, c'est que quand on se retrouve et qu'on boit ensemble, il me scotche parce qu'il trouve vraiment des arômes et tout ça. L'autre fois, on a fait ensemble avec Charles une dégustation à l'aveugle. Fleur nous a tous bluffés. Vraiment. Petite anecdote drôle aussi, c'est que où qu'ils soient dans le monde aujourd'hui, donc les producteurs ou les acteurs m'envoient toujours un texto, donc ou dans le monde, ça veut dire à n'importe quelle heure en fait du jour ou de la nuit, pour me dire regarde, je suis au restaurant, est-ce que ça je prends, c'est bien ou pas? Alors ça j'adore, c'est le genre de truc. Tu vois, le téléphone qui vibre à côté, tu fais c'est bon enfant, non c'est bon, c'est eux. T'es devenu une appli en fait. Mais c'est un peu ça, ouais. Mais alors qu'en plus ils n'ont pas besoin de moi, c'est ça le pire, ils sont devenus super forts. Et ensuite une anecdote aussi croustillante que j'aime bien dire, enfin il y en a deux, une qui correspond encore aux riches moments aux heureux moments qu'on a passés auprès de la famille. C'est que donc le tournage dans la première saison et la seconde aussi, on est resté chez vous la première saison 3 semaines et la seconde peut-être un petit peu moins. Oui, enfin, un peu plus que 3 semaines la première. Mais et donc, évidemment, au début, donc, il a fallu que tout le monde s'entende. Enfin, voilà, je te laisserai en parler tout à l'heure, mais il a fallu que tout le monde s'entende, voilà, se comprenne, etc. Et une fois que l'entente a été faite et qu'on a tous compris que finalement on aimait bien boire du vin, les Perrins ont été très généreux pour nous accueillir généralement en fin de tournage. Et puisque donc, la seconde anecdote, c'est celle-ci, c'est qu'on n'a pas le droit de servir du vin. Donc tous les vins qu'on voit à l'écran, dans les verres, etc., ce sont de faux vins. Et donc dans les autres talents que j'ai dû me trouver, c'était d'aider l'équipe décor et accessoires à faire des faux vins avec du jus, des machines, des trucs, tout ça. Donc il n'y a pas de larmes, voilà. Sauf lorsqu'on voit des larmes, c'est qu'il y avait du vrai vin qui était servi dans le verre. Et généralement, tout le monde se battait pour pouvoir le boire après. Ça, c'était pendant la Covid ou juste après, donc vous imaginez. Voilà. Et on a un des acteurs super, Gustave Kervern, que vous avez peut-être vu, les amateurs de Groland, voilà, qui est un gars génial, truculent, voilà, qui a 1000 anecdotes, qui lui, au bout d'une semaine, m'a dit bon, tu nous casses avec tes faux vins, donc tu nous mets. Donc il y avait 1 ou 2 acteurs qui avaient du vrai vin dans leur verre, quand même. Voilà. Ah ouais, voilà. Ils ont eu des dérogations. Il y en a qui ont eu, c'était à nous aider, mais ça marchait pas. D'accord. Ouais, Charles, justement, je vais te céder la parole et tu vas nous raconter comment Beaucastel est devenu le décor de la saison 2, on vient le voir, mais déjà, dès la saison 1, c'était un décor fondamental où a été tournée une très grosse partie de la première saison. Mais alors, peut-être, avant tout, nous présenter ta famille et le château de Beaucastel, dont tout le monde n'est peut-être pas familier ici ce soir. Donc, oui, nous, on est basé à Châteauneuf-du-Pape, donc vallée du Rhône Sud, au nord d'Avignon. Et effectivement, on a cette propriété là que vous voyez sur la photo, qui est dans ma famille depuis 1909, qui est bien plus vieille que nous, mais qui est dans ma famille depuis 1909. Et on travaille en famille sur le château de Beaucastel, mais également sur d'autres propriétés. Et on est une famille puisqu'on est 9 à travailler ensemble. Je travaille avec mon père et mon oncle, qui sont officiellement à la retraite, mais qui sont là tous les jours. Et mes 2 frères, mes 3 cousins et ma cousine. Donc voilà, on est 9 à travailler ensemble. Et je connais Sébastien depuis 20 ans. Voilà, on est copains dans la vie, enfin voilà, on fait beaucoup de choses ensemble. Et il y a, je pense, 6-7 ans peut-être, je dirais 2018, 17, je sais plus, il me dit, voilà, il y a l'adaptation des Gouttes de Dieu qui va se faire. Il y a des scénaristes que tu avais déjà eu en cadeau plein de fois. Que je connaissais évidemment, puisque voilà, le producteur, voilà, c'était à la fois des producteurs. Enfin, il y avait plusieurs pays qui avaient acheté les droits, et les scénaristes auraient besoin de passer 2-3 jours dans un domaine pour comprendre
ce qu'est le vin, ce qu'est la viticulture. Est-ce que tu peux les recevoir? Je serai avec eux. Et voilà, et on a passé un moment ensemble, sans arrière-pensée du tout. Enfin, moi, c'était juste parce que Sébastien me l'avait demandé. Et donc, voilà, c'était un moment génial, parce que voilà, c'est très très loin de notre univers, nous. Mais d'être avec des scénaristes, il y en avait un des scénaristes, parce qu'ils étaient 3 ou 4 à un moment donné. Un avait fait la série 10% que j'adorais. Donc bon voilà, c'était génial de pouvoir passer des déjeuners ou des repas avec eux. Et donc voilà, on a passé 2-3 jours ensemble. Et puis ils sont partis. Et puis j'ai pas eu de nouvelles pendant 2-3 ans facilement. Donc bon voilà, c'était comme ça. J'avais un peu oublié. Et puis un jour j'ai un appel en disant voilà, la série va se faire et on est en train de repérer des lieux. On va visiter plein de domaines. On cherche des lieux de tournage. Et c'est parti comme ça, et la personne qui est venue, qui s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle ce métier-là, qui vient repérer, peut-être la déco, enfin voilà, en tout cas qui venait et qui avait pas du tout cette historique, et qui visite Beaucastel, qui visite à Gigondas aussi, on a une propriété, qui visite aussi à Orange, voilà, et qui dit mais c'est incroyable, on a l'impression que le scénario a été écrit pour ces lieux-là. Et donc je lui explique l'histoire, je dis écoutez, j'ai pas lu le scénario, mais effectivement ils sont venus. Peut-être qu'ils se sont inspirés. Il me dit non, mais c'est pas qu'ils se sont inspirés, c'est que ça raconte exactement le discours que vous me voilà. Et donc finalement, ils sont venus tourner à Beaucastel. Alors comment ça se passe quand on est une exploitation viticole, qu'on a des vendanges, quelques travaux qui étaient prévus et qu'on a une équipe de tournage qui veut dire bah nous on va débarquer, on est quelques dizaines. D'abord on l'a pas fait évidemment. Enfin on a prêté le lieu. Il y a eu aucune, ça n'a pas été loué ou quoi que ce soit. Nous c'était ça nous faisait juste plaisir qu'une série enfin parle de vin, qu'on valorise le vin, qu'on en parle dans des termes positifs. Donc vraiment, on était ravis. Sauf qu'on a été un peu surpris par l'ampleur. Voilà. D'abord par leur timing. C'est-à-dire que le cinéma a des temps très longs. Entre le moment où ils sont venus et le moment où ils ont eu effectivement le budget pour tourner, ça a été très long. Au moment où ils sont venus repérer et le moment où ils ont tourné, en fait, moi, ils m'ont dit ça va se tourner dans les 6 prochains mois. J'ai dit écoutez, il faut vraiment qu'on s'organise. Puis 6 mois après, ils m'appellent, ils me disent finalement on va tourner dans 3 mois. J'ai dit mais c'est impossible, c'est les vendanges. Donc ils voulaient ils sont venus tourner en septembre 2021. Et je leur ai dit il y a un truc qui se passe pendant septembre, c'est les vendanges. Mais il n'y a pas de problème, on sera discret. D'accord. Non, mais j'ai dit c'est quand même un moment important, donc c'est pas possible. Et en fait, ils m'ont dit on sera à peu près 70. Je pense qu'ils étaient 90, 100 à venir. C'était colossal. Et entre-temps, entre ce moment-là, on avait pris la décision, parce que ma grand-mère ma grand-mère est décédée en 2016, et donc ça faisait un projet qu'on avait depuis très longtemps. On avait décidé de rénover Beaucastel, de vraiment de changer, pas tout, mais beaucoup de choses dans Beaucastel. Et en fait, les travaux devaient commencer au même moment, en octobre 2021. Et donc on s'est retrouvé. Le timing était parfait, quoi, on s'est retrouvé avec une équipe de tournage qui est arrivée. Moi, j'avais donné mon accord et j'avais pas vraiment prévenu tous les membres de la famille. Il y avait des vendanges qui attaquaient et il y avait des travaux où on devait détruire 70% des lieux juste après les vendanges, parce qu'on avait évidemment un timing, parce qu'il fallait faire toutes les vendanges. Enfin, on ne pouvait pas déplacer les vendanges. Donc entre septembre 21 et septembre 22, il fallait qu'on fasse une grande partie et qu'on recrée une réception vendange. Et le souci, c'est que le cinéma, ça je l'ai appris, le temps c'est de l'argent. Dans tous les métiers, le temps c'est de l'argent, mais dans le cinéma c'est particulièrement le cas, puisque si on s'arrête pendant 1 heure, il y a les 70, 80, 90 personnes qui sont payées quand même. Et donc quand un tracteur passe, ils sont obligés de couper. Quand une machine, un érafloir ou un pressoir tourne, on est obligé de couper. Et en fait, ils sont très intrusifs. Ils sont très, c'en est pas même à se fâcher. C'est-à-dire que la première semaine a été très tendue. Parce qu'en fait, ils n'en avaient rien à faire. Non, le tracteur, non, il ne tourne pas. J'ai dit si, on est obligé, là, on a des vins à rentrer. Donc il fallait que les deux métiers cohabitent. Il fait 25 degrés dehors, on ne peut pas laisser les raisins, on s'en fout. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvés autour de la table, quasiment les premiers soirs. J'ai dit, à mon avis, mon père a dit, je ne veux plus les voir, ils ne viennent pas la semaine prochaine. J'ai dit, si, quand même, on est obligé, il y a quand même des enjeux. Et donc, on s'est retrouvés autour d'une table avec le réalisateur, avec le producteur, avec. C'est une brigade, c'est incroyable, avec les équipes, et avec les équipes de démolissage qui arrivaient, qui allaient tout démolir. C'était. Et on s'est dit, comment on fait? On a essayé de trouver un système, et on a dit, écoutez, on attaque à partir de maintenant de meilleures dispositions. Je vous organise un petit apéro après le tournage. Je crois qu'on a fini à 3h du mat ou 4h du mat. Et on a goûté les vins. Et en fait, ça a été un moment absolument incroyable, où à la fois les architectes, à la fois le producteur, à la fois les acteurs, à la fois les gens qui travaillaient, se sont partagés. Donc beaucoup de gens que vous voyez dans le domaine
qui sont figurants, en fait, sont des gens qui travaillent au domaine. Et en fait, on sait beaucoup. Et le soir, ils ont appris. Donc, quand ça vendangeait le matin, des gens venaient 2 heures avant pour voir comment ça se passait les vendanges. Enfin, il y a eu un moment d'échange assez exceptionnel. Et ça s'est super bien passé. On s'est très bien entendu avec les acteurs. Ils ne tournaient pas tous les jours. Donc, de temps en temps, ils avaient du temps. Tomo est venu, par exemple, faire un accord mets et vin. On a un petit restaurant à Gigondas. Il est venu faire une matinée à Cormez-et-Vins. Fleur, on la voit régulièrement. On est resté en contact. Enfin, voilà, ça a permis de faire un truc très sympa. Et on est très fiers, enfin très contents du résultat. Donc, c'est un peu l'ancien Beaucastel qui était présent dans la saison 1 des alors, Gouttes de effectivement, Dieu. nous, c'est génial parce que quand vous regardez la saison 1, moi, il y a beaucoup de nostalgie puisque c'est... Alors, oui, c'est les anciennes caves, c'est les anciens bâtiments. Comme je vous l'ai dit, ma grand-mère venait de décéder et on avait gardé sa chambre intacte encore parce que voilà, on n'avait pas trop ôté. Et la Camille, donc, Fleur... qui joue le rôle de Camille, elle a une chambre d'enfant dans la première saison, et c'était la chambre de ma grand-mère. Et donc on voit la chambre de ma grand-mère, on voit les anciennes cuisines. Donc nous, ça ne parle qu'à nous évidemment, mais il y a beaucoup de nostalgie. On n'avait pas vraiment filmé l'ancien Beaucastel, on n'y avait pas pensé. Et en fait, puisque je pense que 40% de la saison se passe à Beaucastel, de la première saison, il y a beaucoup de scènes. Et donc nous, ça nous rappelle l'ancien Beaucastel. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont adaptés à l'histoire de la rénovation Voilà. sur la saison 2. C'est-à-dire qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y a les travaux qui se sont terminés, ces nouvelles installations qui ont littéralement jailli de terre. Et ce serait bien, je pense, de faire une petite parenthèse sur ce projet un peu fou que vous avez décidé de mettre en place, Ta Génération. Ouais, c'est vraiment l'œuvre de votre génération au sein de la propriété familiale. En fait, donc moi, on s'est installé là en 1909, mais on ne pouvait pas vivre de ce métier-là à l'époque, en tout cas pas de façon très aisée. Donc ma famille faisait un autre métier, on était dans les olives tramiers. On était à Marseille, et mon grand-père est le premier à avoir arrêté. Enfin voilà, il était passionné de vin et il s'est dit, il venait passer tous ses week-ends et après la Seconde Guerre mondiale, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il a pris la décision de s'installer à Beaucastel. Et donc ils ont vécu 40 ans avec ma grand-mère sur la propriété. Mon grand-père est mort en 78 et ma grand-mère est morte 40 ans après. Elle ne s'est jamais remariée, elle est restée là, c'était la patronne. Hein. Elle faisait tous les jours, tous les soirs le tour, elle fermait les portes à clé, elle m'engueulait parce que je laissais des verres sales, que je laissais la lumière ou que j'avais fini trop tard. Donc c'était vraiment la patronne. Et donc elle est morte 40 ans, donc après, presque 40 ans après, en 2016. Et on avait très peu touché Beaucastel, parce qu'il y avait beaucoup de nostalgie, évidemment, dès qu'on voulait repeindre un mur en blanc, arracher un arbre. C'est votre grand-père qui a peint ce mur, c'est votre grand-père qui a planté cet arbre. Donc on avait rénové les caves, mais l'extérieur pas trop. Donc on était triste en 2016, mais on s'est dit il faut retourner la table, enfin il faut imaginer comme avait eu ces visions de mon grand-père avec le bio, la biodynamie, enfin plein de choses. Et on a fait un concours d'architecture pour rénover ça. On a eu un succès absolument incroyable. On a eu 1200 dossiers retirés, 25 ou 26 nationalités, 5 prix Pritzker qui ont répondu. Et donc on a fait des sélections, donc c'était très sympa. On persuadait de prendre des Français qui avaient déjà construit des chais, enfin quelque chose de très rationnel. Et ce sont des Indiens qui ont gagné. Ce sont des Indiens de Mumbai, de Bombay, Studio Mumbai, et Bijoy Jain, et qui a dit en fait, qui est arrivé avec une idée assez géniale en nous disant c'est votre grand-mère qui a raison, il faut rien toucher. D'accord, super, bravo. Et qui nous a dit voilà, mais si vous êtes parti pour toucher, moi je vais pas venir étant indien vous faire une bulle de verre ou vous imaginer quelque chose. C'est que vous l'avez dans les tripes et on va le faire ensemble ce projet-là. Donc ils sont installés, ils ont maintenant le studio Méditerranée qui est basé à Avignon. Ils y ont passé 7 ans. Hein, ça a été 7 ans de travail avec eux et on a construit avec les éléments du site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui 80% des déchets dans le monde sont dus au bâtiment. On nous embête tous avec notre bouteille d'eau à trier à la maison. Ça ne représente rien du tout. C'est le bâtiment qui pollue le plus en termes de déchets, hein, pas en émissions de carbone. Et on prend des bâtiments, on les détruit, on les met à l'autre bout du monde, on prend des sables de rivière, on reconstruit, et puis tous les 20, 30, 50 ans, ça se... Et en fait, là, ce bâtiment a été construit à 80% avec des éléments qui se trouvaient déjà sur le site. C'est-à-dire que soit c'est les anciens bâtiments qu'on n'a pas détruits, qu'on a déconstruits de façon assez délicate, pour pouvoir tout réutiliser. Et surtout, on a construit avec la terre du site. C'est-à-dire qu'on est descendu à 15 mètres de profondeur, 15 millions d'années. Et chaque million d'années nous a permis
de construire une partie du bâtiment. Donc 80%, il n'y a pas de camion qui est venu ou pas de camion qui est sorti, on a tout réutilisé. Et on a construit avec les éléments, avec l'eau, puisqu'on a récupéré toute l'eau de pluie. Alors voilà, ça c'est ce qu'on voit dans l'épisode. Voilà, on a 3000 mètres cubes d'eau enterrée à 15 mètres de profondeur. Donc ça, c'est une grande salle des machines qui, chez vous, ou dans une propriété classique, ferait 5 mètres de carré. Nous, ça fait, je crois, 2000 mètres carrés, à peu près. C'est cette eau, en fait, partout dans le monde, à partir de 12 mètres de profondeur, il fait la même température. Au Sahara ou ici, c'est exactement la même température. Il fait entre 13 et 14 degrés. Donc cette eau, elle est stockée, elle est évidemment fraîche toute l'année. On l'utilise pour nettoyer. On utilise à peu près 10 litres d'eau pour 1 litre de vin dans les caves. C'est très très consommateur, sans arroser. On ne parle pas d'arrosage, c'est interdit à Châteauneuf-du-Pape. Et donc on utilise beaucoup d'eau. Là aujourd'hui, on est autonome à 80% en eau, mais c'est surtout en fait du frais. Cette eau, elle nous permet, en fait, on récupère le Mistral. On a un Mistral, c'est l'enfer. Quand vous venez dans la région, on a 120 jours, 130 jours de Mistral par an, un jour sur 3. Des vents forts qui peuvent aller jusqu'à 100, 120 km/h. Et donc ce vent, on le récupère avec des bagdirs qu'on appelle en Syrie, des attrape-vents, mais ça a toujours existé, c'est les plus provençaux chez nous. Donc on récupère le vent plonge, se rafraîchit évidemment quand il est à 15 mètres de profondeur, s'humidifie au contact de ces bassins, il y a des aspergeurs, et on climatise naturellement les caves aujourd'hui, et donc on est autonome aussi à 80% en électricité. Puisqu'on n'utilise plus du tout de climatisation électrique, à part vraiment les quelques mois de canicule, et là on a des panneaux solaires. Mais l'idée c'est ça. Et donc, évidemment, ça a totalement changé, ça ne ressemble plus du tout à l'ancien Beaucastel. Et comme d'habitude, il m'appelle comme une fleur, je ne sais pas si c'est Seb ou le producteur, il me dit « Bon, finalement, on va peut-être tourner la saison 2 chez vous, on a pris la décision. » Je dis « Mais ça ne ressemble plus du tout. » Enfin, il va falloir faire un raccord très curieux, parce que ça ne va pas correspondre. Et donc ils viennent, Klaus, Seb, bon, bien souvent, mais le réalisateur Oded vient et ils disent ah oui effectivement. Et si on racontait votre histoire, si on racontait en fait le premier épisode qui raconterait ce qu'on a vu. Oui, complètement intégrer voilà, ça au exactement. scénario. Il y a une partie aussi, la terre joue un rôle extrêmement important dans les façades, dans les. Ah ben c'est ce qu'on appelle un béton de site. Alors c'est très particulier, il faut s'y habituer, mais effectivement on a mis le terroir à la verticale. Et on a juste récupéré la terre. Alors il faut enlever les plus gros galets. Vous savez, nous on a des très très gros galets à Châteauneuf-du-Pape. Donc on a gardé que des galets qui faisaient moins de 4 cm. Et sinon on a damé de la terre, sans aucun fer à l'intérieur. C'est juste de la terre damée, avec un peu de chaux à l'intérieur, pour quand même que ça se solidifie. Mais c'est effectivement le terroir qui nous a permis, ce grand trou, là où on a mis ces bassins, on a récupéré toute la terre et on a construit le bâtiment avec ça. Et ce qui est assez génial, puisqu'on conserve finalement les bouteilles aujourd'hui dans leur propre terroir. Et c'est ça qui est super. Hop, une petite photo de la famille. Petite photo de ma famille. Et la partie sur l'agroforesterie, c'est aussi quelque chose que vous menez ? Oui, on a planté 10 000 arbres, ça c'est la grande tendance aujourd'hui, mais on n'est pas les seuls à le faire. Mais effectivement, mon grand-père avait commencé au bio dans les années 50, biodynamie dans les années 70. Et bon voilà, malheureusement, le réchauffement climatique avance plus vite que nos solutions. Et une des solutions pour lutter contre ça, c'est de planter des arbres dans les vignes. On les avait arrêtés, ces arbres, parce que dans les années 30-40, il y avait pas mal d'arbres avant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, on avait des oliviers, mais on avait beaucoup aussi d'amandiers, des choses comme ça. On les avait arrêtés parce que les tracteurs sont arrivés, en tout cas les enjambeurs sont arrivés. Et donc on ne pouvait plus passer au-dessus des vignes avec des arbres au milieu. Et là, maintenant, on revient à des vieilles techniques. C'est un éternel recommencement, comme le bâtiment d'ailleurs. Et on a replanté 10 000 arbres pour à la fois avoir de la biodiversité. Un arbre, c'est plein d'animaux qui viennent. Avoir un engrais naturel avec les feuilles. Et surtout, c'est un puits d'humidité. Ça relâche, selon l'arbre, entre 1000 et 3000 litres d'eau par jour, un arbre. Il ne faut pas que ça concurrence la vigne. Et surtout, ça apporte de l'ombre. Quelques heures d'ombre par jour. Et donc, on limite le réchauffement climatique grâce à ça. Donc là, il y a 10 000 arbres qui sont plantés. Ils sont, pour la plupart, encore petits. On sera vraiment performant, on va dire, dans 5-6 ans, normalement. Mais c'est le projet qu'on a mené là depuis 5-6 ans. Alors oui, c'est vraiment très intéressant de voir la manière dont tout ça a été intégré finalement dans la trame du scénario et des dialogues entre les personnages. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne puisse pas dire que c'est Château de Beaucastel et encore moins montrer l'étiquette du... C'est pas très grave qu'on ne puisse pas dire Château de Beaucastel parce que l'idée, c'était pas de... Je pense que c'est bien que ça tire pas la couverture. Enfin, là, on le sait, mais le grand public, et puis pas grand monde le sait que c'est à Beaucastel, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire la promotion du vin en général. Je pense qu'on en a besoin. On en a vraiment besoin parce que c'est pas facile en ce moment.
Et je pense qu'on est privilégiés, nous, donc on va pas trop se plaindre, mais moi j'ai beaucoup de copains viticulteurs dans la vallée du Rhône qui galèrent clairement aujourd'hui. Il y a encore eu des manifestations hier. Non, ce qui est très triste, mais bon, je te l'ai dit, ça m'énerve, je vais essayer de pas m'énerver, c'est que je sais pas combien de vins sont représentés dans la première série, combien de vins sont dégustés, une cinquantaine, je pense, à peu près. 30, ouais, 40. Voilà, dans le monde entier, on voit les belles étiquettes de Château Yquem, la Romanée Conti, voilà. Et en France, quand ça se passe sur France 2, c'est pas Château Yquem, c'est Château Mimène. Quand on a l'étiquette, on la floute, et c'est catastrophique. Mais j'ai eu une honte quand j'ai vu ça sur France 2, de se dire, on a honte de notre propre culture, de notre propre travail, pour encaisser des impôts, pour dire qu'on est une des premières activités exportées, on est très fiers. Mais quand on met ça sur France 2, alors que le monde entier voit les étiquettes... Ça, ce sont les contraintes qui sont liées de la loi E20. La loi E20 de 1991, ça me rend fou. Qui fait qu'on ne peut pas montrer une bouteille si c'est assimilé à de la... Oui, mais sauf que le monde entier la voit. Et nous, en France, on se dit c'est quand même pas la classe quand même de montrer Yquem, de montrer Pétrus ou de montrer la Romanée Conti. Il faut cacher ça parce que c'est de l'alcool, c'est grave. C'est catastrophique. Ça, c'est ton coup de gueule du soir. Mais c'est mon coup de... Oui. Bah, c'est mon coup de gueule parce qu'on va droit dans le mur, quoi. Mais bon. Non, mais... Et ça, Seb, au niveau de l'écriture du scénario, c'est quelque chose que vous aviez intégré dès le départ. En tout cas, dans la partie diffusion, pas sur Apple TV, mais sur France Télévisions, que le nom en France des domaines que tu as sélectionnés ne serait pas montré. Non, on n'a pas intégré en fait parce que juste ça a été un débat. Alors pour le coup, donc Apple TV diffuse avec les étiquettes et les noms des domaines. C'est important de le dire parce que là pour le coup, c'est là qu'il faut le regarder. C'est pas la faute d'Apple TV du tout. Hein, il faut le regarder en multilingue surtout parce que vous allez prendre plaisir à le regarder en VO. Et après France Télé, non, on n'avait pas prévu. Il y a même eu un débat en fait avec la chaîne publique jusqu'à peu de temps avant la diffusion où on espérait vraiment qu'ils accepteraient en fait que le CSA accepterait en fait de lâcher l'affaire et puis de diffuser ça comme une vision de notre patrimoine, de culturel, historique, etc. Et puis non. Et en fait, c'est super frustrant puisqu'il y a un de tes collègues à qui j'ai parlé hier pour une interview et qui pour le coup lui n'avait vu que la version sur France Télé de la saison 1 et qui m'a dit ouais c'est sympa et tout ça, tout ce que tu as fait, ça parle de vin, c'est génial, on voit en effet le métier de sommelier et tout, mais bon tous les vins que tu as mis c'est du pipeau, ils n'existent pas. Je dis en fait si tous ils existent quoi, voilà. Et sur France Télé on n'a pas vu malheureusement. Ouais. Oui. Alors que dans le manga il y a des vins qui sont authentiques et d'ailleurs ça tous les vins dans le manga existent. Et ça a beaucoup bénéficié à la notoriété de certains. Sans doute. Ouais. Après, les auteurs, effectivement, comme ça venait juste de leur passion, ils dégustaient des vins et quand ils les appréciaient, ils les mettaient en... Ça, c'est important de le dire. Vous me l'aviez dit pendant la préparation. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de placement de produits. Il n'y a pas de placement de produits. Ce sont exclusivement des vins qui ont été... C'est vraiment une œuvre de passion où, justement, ils dégustent des... Alors, ce sont des passionnés, ils dégustent des vins tous les jours, voire plusieurs par jour. Et c'est par rapport à... Et ils n'ont, je pense, jamais placé de vins qu'ils n'ont pas dégusté. Ça a été validé d'abord par la dégustation. Tous les vins qui sont dans l'œuvre ont été goûtés effectivement par les auteurs. Le tournage de la saison 2, ça s'est passé nickel, pas d'anicroche avec l'équipe, ça va ? Non, ça s'est très bien passé. C'est pas simple, hein, honnêtement. Quand je vous dis qu'ils sont intrusifs, c'est catastrophique. Donc on est content quand ils partent. Voilà. Mais non, il faut imaginer, parce qu'évidemment, quand on dit 3 semaines, un mois de tournage, c'est surtout 15 jours avant la déco qui arrive, 15 jours, 3 semaines, donc il faut leur trouver un lieu pour qu'ils puissent construire, mais qu'ils puissent aussi déplacer, donc pas trop loin. Donc voilà, mais c'est assez incroyable parce que voilà, quand on est copains, ça a été les mêmes à peu près les mêmes chefs déco, ça a été le même. Enfin voilà, donc on avait forcément créé une relation. Et pour une anecdote, c'est parce que donc évidemment ils sont venus faire beaucoup de repérage avant. Et nous, on a évidemment beaucoup de caves souterraines avec beaucoup de bouteilles, à peu près 1 million de bouteilles en stock de vieux millésimes depuis 1909. Sauf qu'évidemment, les travaux allaient attaquer, donc on les avait toutes enlevées, mais on les avait pas trop prévenus. On avait un peu zappé ce point-là. Et ils sont arrivés 15 jours avant le tournage en disant « Mais où sont les bouteilles ? On a des scènes. » Et on leur a dit « Écoutez, elles sont parties, on va mettre du marteau-piqueur dans 3 semaines, 1 mois. Il va y avoir des vibrations, on ne peut pas laisser pendant plusieurs années ces bouteilles avec les vibrations. » Et donc, ils ont recréé toutes ces caves en factice.
D'ailleurs, même les murs sont factices. Tout ce qu'on voit là, c'était pas encore fini quand ils sont venus. Et avec une précision, donc ils ont trouvé à la Vin-Saubraise, je crois, une cave coopérative de vin sobre. Ils ont racheté des bouteilles, mais enfin bon, c'était colossal. Où ils ont dû les faire mettre en bouteille. Enfin bon, des milliers de bouteilles, ouais. Ils ont loué des milliers de bouteilles à la cave coopérative pour, je sais plus, genre 20 centimes la bouteille, 5 ou 6 000, ils ont tout mis en rack. Mais ils étaient fous. Pour là, c'était une petite vengeance qui était chouette, c'était mérité en même temps. Bon, c'était une expérience quand même de pouvoir accueillir le tournage de cette série assez. Non mais c'est super. Non mais je répète, hein, qu'est-ce que ça fait du bien de voir une série qui parle de vin, qui explique ce que c'est que le vin. Et on n'a pas trop parlé, mais le génie du manga et de la série, c'est d'avoir une héroïne ou un héros pour le manga qui n'aime pas le vin. Et donc il ne peut pas le boire, qui ne boit pas et qui fait tout, et qui apprend le vin sans le boire. Parce que finalement, on est, je répète, réduit à de l'alcool, mais en fait, l'héroïne, elle regarde l'odeur, elle regarde, elle le sent, enfin voilà, il y a plein d'autres aspects dans le vin que la boisson. Et c'est génial, et tous les épisodes expliquent ça de façon assez formidable, tout ce travail-là. Et donc enfin, on parle de vin de façon positive, intelligente, sans nous diaboliser. Oui, bel apport de ta part, Seb, sur cette sélection et sur la mise en avant du vin de manière valorisée à travers une belle œuvre de fiction comme celle-là. Et comme tu le dis toi-même, sur les réseaux sociaux, c'est quand même aussi une très belle aventure qui t'arrive avec cette implication dans cette production. Oui, et puis Charles explique que nous, ce qu'on voulait vraiment, en fait, c'est que voilà, les gens comprennent notre univers. Aujourd'hui, Charles parlait de la loi EVM, mais il y a d'autres sujets. On consomme de moins en moins de vin en France et dans le monde entier, en général, d'alcool et de vin a fortiori. Il y a souvent un amalgame qui est fait. Le vin, c'est sociétal, c'est familial, c'est historique, c'est un moment de partage, c'est de la générosité, c'est de la chaleur. L'ivresse peut être bénéfique parfois quand on est avec son compagnon ou sa chérie. Voilà, c'est des moments de plaisir, de partage, d'amitié, où on chante, on est ensemble. Et en fait, on voulait vraiment que les personnes se réapproprient notre univers, se réapproprient la table aussi, lorsque dans la saison 1, il y a la compétition avec les accords mévins, etc. Et que comme je disais tout à l'heure, en fait, une personne qui regarde la série, qui comprend pas trop le vin, mais qui à la fin se dit, tiens, j'ai bien envie quand même d'aller creuser, de goûter un vin rouge, un vin blanc, ou alors dans la seconde saison peut-être d'aller voir ce que c'est que la biodynamie ou des choses comme ça dont on parle, on aura gagné. Alors on met une petite pièce dans la machine, une petite pierre pour construire l'édifice. Et en ce moment, on a vraiment besoin de soutenir la filière, grave. Donc ça tombe bien, la série, c'est top. Voilà, la dimension pédagogique, culturelle, c'est aussi le rôle d'une œuvre de fiction comme ça, et c'est aussi le rôle de la Cité du Vin. Donc on est vraiment très heureux d'avoir pu accueillir et cette projection en avant-première et cette table ronde. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci pour cet excellent moment. Alors, avant de passer à une dégustation qui nous attend juste après, on a quelques instants pour des questions-réponses avec nos invités. Alors, n'hésitez pas à lever le bras si vous avez des questions et on vous fait passer un micro. Y a-t-il des questions ? Là-bas. Je vois une main qui se lève. Juste pour le ballon, parlez bien dans le rond noir et c'est en mousse, donc vous pouvez vous faire des passes. Vous êtes prêts ? Je vais poser une question, moi aussi. Bonsoir. Moi, j'ai plusieurs questions dans une seule et même question. En fait, quand on a lu les mangas, il y a quand même, oui, en effet, on voyage à travers le monde, on parle des vins et dans toutes les régions du monde, ce qui est quand même plutôt chouette. Ce que je voudrais savoir, c'est voilà, quelle part vous avez essayé de respecter par rapport à ça, à la présence de certains vins issus de certaines régions dans le manga et du coup à la fois dans la série. Et aussi revenir sur le fait de cette série, en effet, elle a cartonné. J'imagine que vous avez dû être sollicité derrière, justement par des propriétés, par des domaines à travers le monde qui ont dû dire moi, je veux être présente dans la deuxième. Donc, comment est-ce que vous avez réussi aussi à faire la part belle entre des sollicitations, parce qu'une sollicitation, elle peut être malgré tout sur des vins qui sont super intéressants et à côté desquels on n'a pas forcément envie de passer.
Donc, alors la première question, on y va. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les mangas, je ne les avais pas lus. Alors j'en ai lu depuis les 12 premiers tomes, quand même, et j'ai trouvé ça assez génial. Donc donc, puisque j'ai écrit avant, je n'ai pas pu m'inspirer des vins et choisir des vins qui étaient dans les mangas. En revanche, on a fait un clin d'œil très appuyé, avec beaucoup d'amour, à Jean-Pierre Amoraux et au Château Le Puy, puisque c'est le premier vin qu'on voit dans la saison 1. La première image, en fait, on voit ICI qui est devant un parterre de gars qui lui font passer un entretien, en fait, et comme dans L'aile ou la cuisse, ça c'est pareil, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire à Louis de Funès, à ce film qu'on a tous adoré. Et en fait, il voit le vin, enfin, il regarde le vin, il le sent, et puis il dit, c'est Château Le Puy. Donc, voilà, donc on a fait un petit clin d'œil, voilà, au manga à ce moment-là. Et ensuite, non, on a été libre. En revanche, les auteurs ont validé, parce qu'ils ont évidemment vu et lu la liste des vins qui ont été à l'intérieur. Ils ont validé la totalité des vins qu'on a mis sur la saison 1 et 2. Et pour ce qui concerne les sollicitations qu'on a eues, eh bien alors oui, en effet, alors il y a pas mal de sollicitations, et il y a un truc qui a été génial de la part de Apple. En fait, au milieu de la saison 2, des sollicitations sont arrivées auprès de la production, voilà, puisque les gens savaient que le tournage de la saison 2 était en cours. Et donc des personnes, des domaines ont proposé voilà, d'être dans la série. Pareil, je choisis mes mots. On proposait voilà, d'être dans la série, en fait. Et donc, ça a été une vraie question qui a été posée à la production. Et la production m'a dit, mais il n'y a aucun financement qui sera fait, aucun vin ne rentrera en payant. C'est uniquement... Alors, ils ne savaient pas trop mon nom. Maintenant, j'espère qu'ils ont retenu. Maintenant, ça y est. Mais c'est le directeur artistique, Pradal, qui va décider qui rentre, comment et pourquoi, par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'il aime, etc. Voilà. Et ça restera comme ça. Et j'ai pas rempli ma cave de vin, je tiens à le dire. Voilà. On a eu quelques bouteilles envoyées par les domaines pour les vins qui sont à l'image, bien sûr. Ils envoyaient en général 3 bouteilles. On en buvait une ensemble. Il y en a 2 qui ont fini dans la cave de Klaus, voilà, qui boira avec plaisir avec toi ou avec peut-être moi si j'ai de la chance. Voilà. Ouais, t'as beaucoup plus. Il y a quand même beaucoup de voyages dans la saison 2, et sans spoiler, il y a quand même ça va voyager beaucoup. Il y a beaucoup de vins étrangers, plus que dans la saison 1 même, non ? Il y a un peu plus de vins étrangers. En fait, on a essayé, toujours pareil, en respectant en fait, les mangas donc, et les choix artistiques des auteurs qui étaient beaucoup de vins européens à la base. Voilà, on a essayé d'agrandir un petit peu le spectre en ajoutant des vins étrangers à l'intérieur de la saison, parce que aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière, les vins étrangers étaient peut-être moins diffusés aussi. Et aujourd'hui, la viticulture a fait et la vinification des progrès incroyable partout dans le monde. On arrive à faire de très grands vins partout. On arrive à faire d'excellents vins en France, évidemment. Donc voilà. Ouais. On a voyagé, pareil. On voyage un petit peu. On a essayé de trouver des pays. Vous en avez vu un là tout à l'heure, l'Espagne, en Andalousie. Et on a essayé de vous faire voyager un petit peu dans la nouvelle saison. En fait, cette liberté accordée par les auteurs ne m'étonne pas, puisque ce qu'on voit dans Les Gouttes de Dieu, c'est que la découverte du vin, c'est aussi un parcours personnel. Donc Shizuku, dans le manga, a son parcours. Issei a le sien. Issei, dans la série, a le sien. Camille a le sien. Donc voilà. Et vous avez le vôtre. D'autres questions ? Juste à côté, ça tombe bien. Alors, moi, j'avais une question plutôt pour les propriétaires de Beaucastel. J'ai bien noté que vous disiez au début que le nom apparaissait pas, mais j'imagine que c'est une information qu'on trouve assez facilement sur Internet. Et donc, je voulais savoir si en termes de public, de personnes qui venaient chez vous, est-ce que vous avez des demandes de personnes qui veulent visiter ? Est-ce que vous avez déjà la réception du tourisme en place ? Est-ce que c'est des choses que vous allez mettre en place ? Est-ce que vous avez plus de demandes qu'avant ? Voilà. On a eu on a eu quelques demandes. On n'avait pas, on n'a pas trop, il n'y a pas eu trop le nom Beaucastel. C'est pas, je pense quand même que 99,9% des gens ne savent pas que ça tournait à Beaucastel, et c'est pas très grave, comme je l'ai dit. On a pas mal de gens qui viennent visiter, mais on n'a pas mis nom de choses en plus. Alors c'est un sujet, ça. L'idée, c'est qu'on essaye de faire visiter tous les jours Beaucastel, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait un petit train qui passe au milieu et qu'on mette des photos du film. Mais oui, on se pose des questions. C'est le principe d'être en famille, c'est qu'on n'est pas tous d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, la saison 2 va encore avoir plus de succès que la première, donc peut-être que ça va décupler ça. Mais non, on n'a pas trop réfléchi à ça. C'est toujours compliqué.
Le no-tourisme en France, on n'est pas très fort quand même. En tout cas, chez moi, à Châteauneuf-du-Pape, c'est pas encore trop. Plus c'est fermé, plus ça paraît inaccessible, ce qui est débile d'ailleurs, et donc plus c'est prestigieux. Donc on s'est ouvert, mais on n'a pas encore trop anticipé ça. On va le faire peut-être, c'est une bonne question. Allez, encore une dernière question peut-être, on a le temps avant de passer à la dégustation. Oui, je voulais savoir, puisque vous parlez des enjeux futurs, notamment climatiques, on a un autre enjeu, je trouve, avec l'intelligence artificielle qu'on utilise de plus en plus dans l'art, dans l'éditorialisme, dans le journalisme, et également dans le vin, que ce soit pour la production ou pour même la dégustation. Je vois de plus en plus d'articles passer à ce sujet. Je voulais avoir votre point de vue, tous les quatre, dessus, sur cette utilisation, notamment s'il y a eu une utilisation dans le film. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un recours à l'intelligence artificielle ? Non. Alors vous avez vu que moi, déjà, vu les pertes de mémoire que j'ai quand je me pose une question, je vous garantis que l'intelligence artificielle, elle est passée là-haut déjà. Et non, on n'a pas eu recours. Par contre, ça pourrait être des bonnes questions à se poser pour un film ou autre chose. Non, je sais pas, mais ceci dit, j'ai pas lu d'article du tout sur l'IA dans la dégustation. Si ça existe, tout à l'heure, si vous restez pour boire un verre, vous me glisserez à l'oreille les articles parce que je serais curieux de les lire. Justement, parce que, en l'occurrence, je vois mal comment déguster un vin avec l'IA. Tout à l'heure, je vous disais, je pense qu'il y a beaucoup de masters sommeliers ou des sommeliers qui ont des connaissances théoriques et livresques bien plus approfondies que les miennes, c'est une certitude. En revanche, on a tous notre sensibilité pour déguster un vin ou des vins. Je serais bien curieux quand même d'arriver à comprendre comment une IA peut déguster un vin. Alors, la base de la dégustation, c'est ce qui est le plus drôle, ce qu'on aime tous faire, c'est les dégustations à l'aveugle, on cache une bouteille. On vous l'amène et vous la dégustez. C'est même devenu aujourd'hui trop un geek parce que partout où je vais, on me fait goûter des vins. J'en ai marre, en fait. Chaque fois, c'est pareil. Mais ouais, c'est uniquement un petit test drôle, mais en fait, c'est la sensibilité de déguster un vin. Donc, ça touche à l'âme, ça touche les sens. Voilà, je trouve que l'IA, ça ne ferait pas l'affaire. Mais je suis preneur de l'article. Tu veux ? Du côté création, effectivement, il y a beaucoup de polémiques en ce moment dessus. Alors, pour moi, effectivement, c'est mon avis personnel, mais je pense que l'IA est un très bon outil, qu'il pourrait être utilisé, mais qui doit rester sous le contrôle d'une personne, d'un créateur, de quelqu'un qui sait l'utiliser. On est passé par beaucoup d'avancées technologiques. On a aujourd'hui tous un smartphone. Avant, on écrivait tout à la main avec un stylo. Aujourd'hui, on a tous des ordinateurs pour taper dessus. Ça peut nous servir. Donc, ça peut très bien... Effectivement, l'IA peut être bénéfique pour, justement, améliorer, créer encore plus et avoir des nouvelles choses. Donc, je ne refuse pas totalement l'IA, mais... Effectivement, il ne faut pas que ça vienne remplacer la créativité d'un auteur, puisque c'est quelque chose, je pense, qui est unique, qui nourrit un être humain. C'est un peu comme le vin, effectivement. Je pense qu'une explication sur le vin, l'IA est capable de décrire 20 000 signes sur les compositions d'un vin, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il ait le cœur, le partage, enfin tout ce qu'on découvre dans les Gouttes de Dieu est absent de l'IA. Donc c'est justement un débat intéressant sur ce sujet. Non, forcément, on y pense beaucoup, nous, pour le coup. Après, ça peut se jouer dans plein de sujets, que ce soit dans la vigne, avec des tracteurs intelligents. On a d'ailleurs, nous, déjà des tracteurs autonomes, on fait des essais. Moi, j'ai quand même un souvenir, de toute façon, on a beaucoup évolué. On a, avant, pour faire une analyse d'un vin, mon grand-père mettait 15 jours à l'avoir. Aujourd'hui, on a l'appareil directement au domaine, on sait exactement. Sauf que on n'est pas plus intelligent, et ça a toujours été moi, en tout cas mon père me l'a toujours expliqué, parce que quand je suis arrivé, évidemment, je pensais tout savoir. Avec mes stages, j'étais persuadé qu'on pouvait faire de la vendange entière, parce que c'était à la mode à l'époque. Et donc voilà, et donc mon père me dit, écoute, donc on mettait des bouchons de plus en plus longs, enfin voilà, on pense toujours être meilleur que les générations précédentes. Sauf que mon grand-père, c'est ce que me disait mon père, évidemment, moi je ne l'ai pas connu, il est mort 1 an avant ma naissance. Mon grand-père, c'était un fou, c'est-à-dire qu'il n'allait pas au bistrot, il n'allait pas voir les matchs de foot, il ne faisait que ça, c'est-à-dire qu'il passait sa vie dans la cave.
Et si la lumière de la cave est de cette façon, si les bouchons étaient de cette façon, si les vignes étaient plantées de cette façon, c'est qu'ils l'avaient expérimenté pendant des années. Et donc on a toujours été encouragé à innover, mais de prendre le temps, de ne pas se décider trop vite. On est un des rares métiers où la prise de décision lente est bénéfique. On veut changer de bouchon, alors on nous propose aujourd'hui des bouchons révolutionnaires, triés optiques, donc avec plus aucun défaut. Donc évidemment, on a envie de les mettre tout de suite, sauf qu'on va en acheter déjà 120, on va les mettre en bouteille, et puis on va prendre la décision dans 5 ans, dans 10 ans. On va attendre, parce que si mon grand-père mettait des bouchons comme ça, et j'ai réouvert récemment un 1948, avec des bouchons très courts, ça nous a surpris, on a ouvert ça, on a dit c'est incroyable. Le vin était d'une fraîcheur, alors que s'il a pris ces décisions-là, c'est qu'il l'a vu. Et donc, évidemment, nous, si on doit changer quelque chose, on prend le temps. Et donc, oui, évidemment, l'IAF, ça va nous amener plein de choses. Il ne faut pas le refuser, il faut être innovant, sinon on va se faire manger par les autres. Donc, évidemment, il faut l'intégrer, mais ça ne veut pas dire qu'on va changer tout de ce que l'on va faire. Et vraiment, il faut juste apprendre la patience. Parce que le vin, ce qui est incroyable, c'est que des grands vins, ça ne se fait pas comme ça se fait sur le très très long terme. Et donc voilà, on va essayer d'être innovant, mais prudent également. Merci Charles, merci à tous les trois. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Ah d'accord. Cette soirée continue autour d'un verre de vin de Châteauneuf-du-Pape. On se retrouve là-haut, c'est ça Loïc ? Et si jamais vous avez d'autres questions à poser à nos invités, ils seront disponibles encore quelques instants autour d'un verre. Merci à toutes et à tous. Merci.